Non mais c'est quoi ce délire? C'est de pire en pire ces vidéos à l'autre là maintenant, il fait entièrement noir. Oui, je suis dans une pièce entièrement noire dans laquelle j'ai placé un téléviseur OLED qui diffuse du noir avec un logo OLED. Sauras-tu le voir? Regardez. Regardez comme c'est beau. C'est la magie du téléviseur OLED avec un ratio de contraste natif de 1 million sur 1. Donc le noir, c'est le noir de la pièce, il n'y a aucune différence. Vous voyez uniquement le logo qui est donc, voilà, ici. Le téléviseur est là. C'est dingue, hein? Voilà, je voulais faire le début de la vidéo comme ça, mais je me dis, bah, tiens, une connerie de plus. Mais quelle intro! Mais quelle intro! J'ai eu beaucoup de propositions Hollywood d'ailleurs hein, à son sujet de cette intro. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWare. Je suis super content de vous accueillir pour le test d'un téléviseur OLED. Je crois que c'est le premier test d'un téléviseur OLED sur cette chaîne. C'est la honte absolue. Moi je vous le dis franchement, hein, comme je voyage pas en ce moment, j'ai le temps de faire livrer les produits pour les prêts et donc de les tester. Le voici, le voilà. Vous allez dans cette vidéo sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, assister au test complet de A à Z du téléviseur Panasonic HZ1000, donc le nouveau téléviseur OLED TV qui est le successeur du GZ1000. Attention dans cette vidéo, descriptif complet de la bestiole qui est ici en mode anti-marquage. Vous allez voir, ça va se balader de tous les côtés. Avec après, bien sûr, le test sur le terrain. J'ai passé une semaine avec le produit. Après, il y aura les plus et les moins. Important, ça, les plus et les moins. Et à la fin, il y aura un super bonus. On sera à Londres en février 2020 pour la présentation de ces modèles-là directement au studio Pinewood. Vous allez voir, c'est juste Broadway de tous les côtés, Hollywood même. On va également parler d'HDMI 2.1 et de gaming. Vous verrez à quel point la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein. Allez, venez avec moi. Mais qu'est-ce qu'on va être bien comme ça à discuter ensemble devant le téléviseur OLED qui est derrière moi. Alors ce modèle, c'est donc le Panasonic HZ1000. C'est le premier modèle d'une gamme de 3 modèles. Le 1000, 1500 et 2000, donc c'est le bas de gamme, je ne sais même plus comment le faire, le bas de gamme des téléviseurs OLED Panasonic. Le trio de produits va arriver au mois de juin 2020. Alors j'ai le prix pour celui-ci, en 55 pouces, le prix approximatif sera de 2000 €. Je refais bien le 2000 € parce que on n'est pas encore sûr du prix. En 65 pouces, il devrait arriver aux environs de 3000 €. Donc c'est vraiment le modèle le moins coûteux, le moins onéreux de la gamme Panasonic. Voilà. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit en introduction, le HZ1000 vient pour succéder au GZ1000. Et il y a des petites différences, vous allez voir, puisque Panasonic a une fois de plus foutu la gomme comme un gros malade sur la partie cinéma. D'abord pour commencer, un truc super important, c'est un téléviseur OLED, ok, cool. Et il est compatible avec tous les formats de HDR. HDR normal, donc le HDR10, le HDR10 du clan Samsung, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette affaire, ainsi que le Dolby Vision de Dolby, en même temps Dolby Atmos, bref, il sait tout faire. Bon, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, avec d'abord le design. Alors le design est classique, hein, mais il y a un trick, il y a un super trick, c'est le grand retour chez Panasonic, regardez, du pied rotatif. Je me demande d'ailleurs pourquoi on l'avait arrêté, ça sert à tout le monde ce truc-là, donc le pied rotatif avec un beau socle ici rond, hein, vraiment il est bien maintenu, j'ai essayé, le produit est quand même assez lourd et vous pouvez donc bouger votre téléviseur comme vous voulez. Si vous êtes prêts, on va parler un petit peu technique ensemble, mais on va le faire cool, sympa, stylé, vous allez voir, vous allez tout comprendre, vous me connaissez. On va en profiter pour comparer ce produit donc 2020 avec le prédécesseur. Ce produit là, je vous le donne en mille, est équipé d'une dalle OLED LG Display, c'est eux qui fabriquent pour tout le monde de toute façon. Donc la dalle Ultra HD 4K qui est sur ce produit-là est exactement la même que celle qui était sur le prédécesseur, donc le GZ1000 de 2019. C'est une dalle 10 bits, 100 Hz avec des sous-pixels blancs, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'OLED. Hein. Il y a le RVB et il y a une technologie, ou plutôt un brevet signé Kodak, qui rajoute du blanc, donc RVB plus blanc. Et comme LG, attention écoutez bien, et comme LG n'est pas l'inventeur de la dalle OLED, hein, pas du tout, ils font ça très bien, mais c'est pas les inventeurs, ils avaient justement racheté une partie du brevet Kodak avec le RVB plus blanc. Voilà, vous savez tout, c'est génial. Alors le blanc, c'est pour en même temps permettre un meilleur équilibre de la colorimétrie et avoir plus de lumière en même temps, enfin gérer ça pour un certain équilibre. Voilà, je rappelle tout de même, j'adore quand je fais ça, parce que vous sentez la grosse connerie sortir, mais allez, c'est pas ça. Je rappelle que le téléviseur OLED n'a pas de rétroéclairage. Lui, il produit tout lui-même, hein. Il produit la couleur et la lumière. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, vous avez vu que c'était entièrement noir de chez noir, parce que quand c'est noir, bah lui, il éteint tout. Là, en effet, les diodes ne sont pas allumées du tout, il n'y a rien du tout, c'est éteint. Qu'on soit très clair sur un point, la dalle OLED utilisée sur ce modèle n'est pas la même que celle utilisée sur le GZ2000, donc le haut de gamme, qui lui a une dalle HDR professionnelle qui a 30% de luminosité en plus que celle-ci.
Vous allez voir qu'il n'y a pas que la dalle qui est identique entre celui-ci et le précédent, il y a également le cerveau. Ce que j'appelle le cerveau dans un téléviseur, c'est le traitement vidéo, c'est-à-dire l'upscale, la gestion des couleurs, le défilement de l'image, tout ça, c'est regroupé sous un circuit qui s'appelle chez Panasonic le HCX Pro Intelligent. Le processeur d'image qui est sur ce produit est totalement identique à celui présent sur les deux autres modèles, c'est-à-dire qu'il y a un processeur pour toute la gamme 2020 Panasonic. Alors c'est peaufiné bien sûr par les coloristes d'Hollywood, du Panasonic Hollywood Laboratory, qui ont bien sûr mis leur patte à tout ça. Il y a plein de menus qui permettent justement d'aller vers un vrai cinéma, vers des modes professionnels de réglage avec des sons, des tout. Bref, c'est un engin de la mort. Sony a la même chose, puisque les marques sont très concurrentes. Ils ont leur système à eux, où ils disent que ce sont les coloristes de Sony Pictures qui sont bien sûr les meilleurs, et eux disent que c'est ceux de Panasonic qui sont les meilleurs. Donc voilà, le circuit est le même, mais il y a un truc encore plus fort sur celui-ci qu'il n'y a pas sur le précédent. Enfin, on y arrive, sinon vous allez vous dire que c'est un clone. Non, 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 ce n'est pas un clone, parce que pour la première fois sur le téléviseur OLED qui est ici, vous avez le Dolby Vision IQ. Alors c'est quoi le Dolby Vision IQ? Eh bien vous savez, la vidéo sur la chaîne qui a été tournée à Las Vegas en plus avec les équipes de Dolby, elle apparaît ici. Alors c'est une évolution de Dolby qui permet à l'image d'être modulée, c'est-à-dire luminosité, colorimétrie, par rapport au fait que vous regardiez en plein jour ou en pleine nuit votre téléviseur. C'est-à-dire que ça va s'ajuster, c'est pas une nouveauté, c'est un capteur de lumière d'ambiance qui agit de concert avec ce fameux circuit HCX Pro pour vous donner une meilleure image, quoi qu'il arrive. Alors on va résumer par quoi qu'il arrive. Je tiens à dire un truc tout de suite aux gens qui commenceraient à dire oui, c'est optionnel. Totalement optionnel. Ça vous plaît pas, vous l'enlevez. Autre truc qui arrive sur le modèle qui est derrière moi, le film Maker Mode. Ça a été créé par l'Alliance Ultra HD et ainsi qu'avec tout Hollywood. Qu'en avait marre, ils étaient là les gars complètement au Prozac. On n'en peut plus, les gens font n'importe quoi avec leur téléviseur, il y a plein de modes qui sont enclenchés. Du coup le respect, il n'y en a plus, le respect est mort. Donc le film Maker Mode est là pour respecter ce qu'a fait le réalisateur. Comment s'y prend-il? Il déconnecte tous les circuits de merde. Fallait que je le dise. Donc en effet, vous avez une déconnexion complète des réducteurs de bruit vidéo, des réducteurs de bruit MPEG. Vous avez une déconnexion complète de tous les systèmes qui permettent d'avoir une image qui est entièrement fluide, façon caméscope, un truc comme ça. Ça c'est déconnecté. Vous avez en même temps tous les circuits qui permettent de pousser à fond le contraste ou bien des trucs comme ça qui sont déconnectés. Et vous avez un ajustement très neutre de la colorimétrie. Voilà, le film Maker Mode, c'est une sorte de reset de menu qui remet à zéro les choses pour éviter les aberrations liées au traitement vidéo qu'on peut enclencher de façon optionnelle ou bien laisser en mode usine où ils sont déjà dessus. Voilà, je vous réfère toujours à la vidéo sur la chaîne où tout le monde a gueulé. Le film Maker Mode utilise également le capteur de luminosité pour ajuster l'image, pour pas que ça soit trop dégueu. Donc voilà, à vous de voir ou de pas voir. Mais ce n'est pas tout, il y a également Netflix Calibrated qui est dessus. Pour le mode Netflix Calibrated, vous avez la vidéo sur la chaîne au bout de mon doigt, mais qu'est-ce que je fais comme vidéo, comme mec quand même. Et en plus sur la télécommande, vous avez la touche Netflix, donc vous appuyez dessus. Je pense que c'est tout aussi aléatoire que le film Maker Mode et ça déconnecte certains circuits pour garantir qu'il n'y ait pas des compensations de mouvement, des trucs avec des réductions de bruit, c'est la même chose. Je pense que c'est très très proche du film Maker Mode, c'est pas imposé. Je vous connais, Je connais que vous. Donc, ce téléviseur, par rapport à celui de 2019, ajoute en effet des options liées au réglage ou pré-réglage autour du cinéma. Alors, il y a un mode anti-marquage sur les produits maintenant. Vous avez la capture à l'image actuellement du mode anti-marquage qui va s'activer quand le téléviseur est en mode veille. Il va commencer à faire un mode anti-marquage. Donc, moi, je ne peux pas vous garantir dans cette vidéo, et personne ne peut vous le garantir, qu'il y aura un risque zéro. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un risque de marquage. Personnellement, j'ai eu un LG C8 pendant un an, j'ai rien vu, j'ai pas vu de marquage. J'ai un Panasonic GZ 2000 maintenant depuis 3 mois, j'ai pas vu de marquage. Celui-ci, je vais pas le garder assez longtemps pour le savoir puisqu'il va repartir la semaine prochaine. Mais moi, sur les modèles OLED que j'ai eu, j'ai pas eu de marquage. J'ai peut-être eu de la chance, mais c'est mon expérience. Mais je sais que certaines personnes ont eu des marquages, je ne peux pas le nier. Donc le risque zéro n'existe pas. Mais l'image, elle est tellement belle. C'est intéressant. Petit conseil, accrochez-vous maintenant un petit peu au bastingage parce qu'il va y avoir un petit peu de houle, parce qu'on va commencer à parler des ports HDMI. Vous savez qu'il y a des tas d'enjeux actuellement sur la HDMI. Pourquoi? Parce qu'on annonce à la fin de l'année et 2021 les nouvelles consoles de jeux. On se demande, alors, ces nouvelles consoles, elles vont apporter des trucs, paraît-il, extraordinaires, voyez-vous, et quels sont les téléviseurs qui pourront avoir ces choses extraordinaires? Alors, j'ai bien sûr harcelé, comme un gros malade, Panasonic pour savoir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Alors, ils m'ont dit, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est une partie des spécifications techniques de la HDMI 2.1. Une partie des spécifications.
Les voici. Ils ont notamment retenu ce qu'on appelle le ALLM, c'est-à-dire le Auto Low Latency Mode. Alors c'est quoi le ALLM? C'est difficile à dire, c'est une horreur. C'est tout simple, le téléviseur est capable de reconnaître s'il a affaire à un film ou bien à une console. Et s'il reconnaît que c'est une console de jeu, il va commencer à déconnecter tous les circuits qui pourraient entraîner un problème de latence ou de rémanence. Ça fait qu'on va partir sur un mode gaming détaché de tous les circuits de compensation. On a donc un gaming qui sera plus fluide. Ils ont également retenu le eARC en 2.1, c'est-à-dire qu'en effet, la prise HDMI est capable de délivrer du Dolby Atmos en eARC, donc en retour son, Dolby Atmos, Dolby 3 HD, en plein pot, il n'y a pas de problème de limitation avec la HDMI côté audio. Panasonic m'a malheureusement assuré que pour le moment, le téléviseur ne serait pas capable de faire du 4K en 120 Hz. Ça c'est non. Pour les amateurs de gaming, coucou les gamers, faut savoir que le produit n'est pas compatible VRR. Alors c'est quoi VRR? C'est Variable Refresh Rate, un taux de rafraîchissement variable. C'est pas compatible et j'en profite pour faire une petite mise au point comme ça sur les consoles nouvelle génération. Parce que je pense qu'en effet, les nouvelles consoles vont obliger à certaines modifications au niveau de la connectique, des normes et autres. C'est pour ça qu'il y a un flottement actuellement, parce que les consoles ne sont pas là. C'est-à-dire que nous, on attend tous les consoles pour savoir réellement ce qui va se passer au niveau technique, au niveau de la HDMI, au niveau des performances, le type de jeu qu'on va mettre dedans et comment en effet les faire passer au mieux sur les téléviseurs OLED, LCD. Tous les fabricants ont le même problème actuellement, de pas trop savoir comment se situer par rapport à ces consoles. Et si on parlait un petit peu de Bluetooth maintenant. Vous savez, Bluetooth, il y a une belle vidéo sur ma chaîne à propos du Bluetooth et des codecs. Les codecs compatibles avec ce produit, c'est SBC et AAC. Il faut savoir également que le Bluetooth est compatible à l'appairage avec clavier et souris. Côté audio, 2 x 15 watts. Il faut savoir que ce n'est pas le système de cheminée Dolby Atmos des modèles au-dessus, mais déjà il y a une sorte de spatialisation, virtualisation qui existe sur ce produit. Je vais continuer à gambader dans les prés comme ça avec le HZ1000 pour parler un petit peu maintenant du menu à l'écran qui s'appelle Home 5.0 sur la version 2020 qui est un dérivé de Firefox OS. Ça a fait des progrès. Des progrès sur l'ergonomie, hein, c'est quand même beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus sympa, funky. Ma préférée, ça reste WebOS chez LG, d'autant que chez LG, on a un joystick comme ça pour se balader, on a l'impression de faire du gaming, tandis que là, c'est quand même une télécommande classique avec les croix ici, et elle n'est pas rétro-éclairée. C'est incroyable. Je pensais pas que ça existerait un jour. Enfin, la libération est proche. On va passer maintenant aux résultats sur le terrain, les résultats vidéo et audio, car j'ai gardé la bestiole pendant une dizaine de jours et je vais balancer un tas de sources tout à fait différentes. Des sources qualité standard, DVD, du Full HD, de l'Ultra HD, j'ai fait des mesures, bref, je me suis amusé comme un petit fou. On va donc y aller point par point sur les caractéristiques vidéo et audio. Pour commencer, le truc qui à chaque fois me fera un effet bœuf, le ratio de contraste, le rendu du noir. Il n'y a pas à dire, c'est absolument surprenant. C'est un noir couleur encre, c'est-à-dire que le noir est tellement profond, il est tellement violent, il vous prend tellement les rétines que ça appuie tout le reste. C'est-à-dire que sur un seul contraste infini, donc infini, hein, 1 million sur 1, ça booste carrément la colorimétrie, ça booste les contours, tout est sublimé par ce ratio de contraste qui est donc naturel, il n'est pas boosté, il n'y a pas de rétroéclairage. Et il y a un truc également important quand on est nombreux à regarder un téléviseur, l'angle de vision. Angle de vision super large, on peut se mettre ici et avoir aucun problème d'angle de vision, quel que soit l'endroit où on est. Ça, c'est aussi l'avantage de l'OLED puisque l'image se fait directement contre la paroi et pas avec un rétroéclairage. Donc, déjà d'entrée de jeu, ratio de contraste, rendu du noir, c'est juste de la folie. On attaque maintenant la colorimétrie. Alors, il y a beaucoup de modes sur ce produit, mais il y a 3 modes qui sont restés dans ma tête pour une colorimétrie qui me paraît la plus juste possible. Le mode cinéma, vrai cinéma et filmmaker mode. On parlera des HDR après. Hein. Donc avec ces 3-là, on obtient une colorimétrie que moi je considère comme fidèle, comme très proche de la source que je connais. Hein. Donc il y avait mes masters, il y avait les images que je connaissais. Donc on a des résultats qui sont vraiment probants. Côté colorimétrie, c'est vraiment très bon. Il y a vraiment un truc à savoir, ce que moi je trouve toujours très bien, c'est qu'on peut manipuler l'image. Vous voyez le menu à l'écran, on peut vraiment corriger les choses. Mais si vous vous perdez dans les dédales de tout ce que vous faites, retombez sur vos pieds avec un mode filmmaker mode, un mode réalisateur, un truc qui permet justement de revenir sur des bonnes bases. Sinon vous allez partir de tous les côtés parce que la bestiole qui est ici peut travailler en grand public ou en secteur professionnel. Il y a carrément des modes anti-clipping, des tas de trucs comme ça qui permettent de l'utiliser pour faire du mastering vidéo. Donc il sait un peu tout faire, mais il peut être plus sympa avec le grand public ou aller carrément faire des réglages professionnels. À vous de voir ce que vous voulez, mais dans les deux cas, on obtient des résultats que moi je trouve étonnants en colorimétrie. Un des éléments primordiaux d'un téléviseur, c'est son cerveau. Le traitement vidéo, tous les circuits relatifs à l'upscale, à la compensation de mouvement, réduction de bruit quelquefois, des trucs comme ça, c'est
le boulot qui est fait par ce super circuit Pro Intelligent peaufiné par les gens d'Hollywood et ça fonctionne super bien. Mais c'est pas une surprise du tout, ça fait un moment que je suis le travail des ingénieurs de Sony et de Panasonic notamment sur le traitement vidéo des téléviseurs grand public et là à chaque fois c'est un gap de plus, c'est quelque chose qui est très très proche du cinéma, c'est vraiment épatant, il faut vraiment que la source soit de très mauvaise qualité pour qu'on n'arrive pas à des résultats acceptables. Quand on part d'un bon DVD, d'un bon Blu-ray, l'upscale derrière est quand même super agréable, on est presque surpris quelquefois de ce que ça peut tirer à partir d'un Blu-ray disque 1080p, je suis arrivé à des images Ultra HD 4K qui étaient assez bluffantes alors que je sais qu'il y a 4 fois moins de pixels. Donc ça fonctionne très très bien. Ce qui est bien c'est que dans le menu vous avez également le choix des armes pour justement pouvoir travailler au maximum tout ce qui est de la qualité d'image, tout ce qu'on peut rattraper donc ou essayer de toucher mais un tout petit peu pas plus pour essayer d'avoir un petit peu par exemple de remasterisation de la couleur ou bien d'avoir une réduction de bruit au minimum dans le cas où il y a des petits problèmes, pour avoir une petite remasterisation MPEG. Vous pouvez donc avoir des armes pour essayer d'améliorer l'image si vraiment il y a un problème. Mais attention, n'allez jamais sur les valeurs maximales, restez sur les valeurs, on va dire, pas minimum si on en a besoin, mais moyen quoi. Ou autrement, essayez de mettre automatique. Mais globalement, on peut obtenir une bonne image en upscale. Alors avec les sources directes qui sont en Ultra HD 4K, c'est juste du miel de chez miel. Fonctionne super bien. Il y a un truc qui me fait kiffer également et qui est très important pour moi, c'est de pouvoir diffuser un film sans avoir la sensation d'avoir un matériel vidéo, c'est-à-dire une image vidéo. Et là, avec l'OLED, c'est vrai qu'avec ce ratio de contraste, avec ce défilement justement du grain ou un truc comme ça, certains films, on a la sensation d'avoir du cinéma et non pas une image vidéo. Et ça, c'est important. Par contre, je vous dis ça, il faut avoir des bonnes sources derrière. Hein. Donc, moi, je fais beaucoup d'essais avec des Blu-ray disques Ultra HD de bon niveau, donc on a vraiment quelque chose d'assez épatant et de très cinéma. Ça, c'est important. Mais comme c'est beau, ça m'amène à vous parler du HDR. Le HDR10 et le Dolby Vision. Donc, j'ai regardé des programmes en HDR10 et en HDR Dolby Vision et je suis arrivé à la conclusion que c'était très séduisant. Il y avait vraiment une belle amplitude, une belle patate comme ça dans la colorimétrie avec des pics de luminosité qui sont quand même intéressants. Par contre, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, la luminosité n'est pas aussi forte et aussi probante qu'on peut la trouver sur un GZ 2000 ou bien un HZ 2000 qui sont les versions haut de gamme de l'OLED qui ont entre 30 et 40% de luminosité en plus. Là, en fin de compte, la dalle au niveau de la luminosité s'arrête aux environs de 750 candela. C'est l'endroit où il y a le clipping, c'est-à-dire ça s'arrête à ce niveau-là. Ça fait que c'est bien, attention, oh là là, oh, n'allez pas dire, wow, c'est pas bien, c'est vachement bien, on a une belle amplitude, mais c'est pas le maximum qu'on peut avoir avec l'OLED maintenant. Ça reste donc un produit qui est début de gamme, de l'OLED, donc elle a les caractéristiques d'un début de gamme de l'OLED. Ne prenez pas mal mes propos, je vous ai pas dit que ça fonctionnait mal. Parce que je vous connais, hein, dès que je dis un petit truc, ça y est, ça fonctionne mal. Non, non, ça fonctionne super bien. Seulement, bien sûr, il y a mieux, mais c'est plus cher. Et si on parlait un peu de gaming ensemble, on peut évidemment faire du gaming avec cette bestiole, avec les sources actuelles, il n'y a pas de problème. Il y a une rémanence d'1 milliseconde et un input lag de 20 millisecondes. Personnellement, j'ai fait un petit peu de PlayStation 4 comme ça avec. C'était cool, hein, c'était fluide, c'était sympa. Je n'étais pas en train de me dire, mon Dieu, c'est horrible. Par contre, je ne vous cache pas que ce n'est pas l'électronique ni la dalle qui sont les plus rapides du marché parce qu'il y a des annonces actuellement qui sont faites par LG, Samsung et TCL avec des inputs lag qui sont en dessous de 10 millisecondes. Donc, on est en train de progresser de ces côtés-là. Là, c'est 20, mais je vous garantis que c'est tout à fait jouable. Après, ce qui se passera à l'avenir avec les consoles next-gen, je ne sais pas. Donc pour le moment, je vous donne les faits tels qu'ils sont là. On peut jouer avec sans aucun problème. Commencez pas à... Je vous connais. Le son, alors le son est puissant. On entend parfaitement les voix quand les voix sont bien mixées et autres. Par contre, je vais être franc avec vous, comme toujours, comme dans toute cette vidéo, hein, les effets de spatialisation, surround, Dolby Atmos et autres, j'ai pas vraiment ressenti les choses. J'ai senti que c'était large, j'avais une sorte de stéréo spatial, mais de là à vous dire que j'entendais les sons de tous les côtés comme si c'était au Grand Rex, non, là c'est 2 fois 15 watts avec quelque chose qui spatialise, c'est large, ça permet d'avoir une présence, on a du niveau, du volume. Ce n'est pas non plus le son du HZ 1500 ou du HZ 2000 qui eux ont vraiment des cheminées Dolby Atmos avec le son qui est balancé partout, mais c'est plus cher. Avant de passer à la petite conclusion qui va bien, voici les plus et les moins. Rapport qualité-prix, le rendu du noir, c'est bluffant. Le contraste, c'est bluffant. On a tous les HDR qui sont acceptés par la bestiole, HDR10+, Dolby Vision, la présence cinéma de cette image qui vous prend carrément aux tripes, le traitement vidéo global avec l'upscale, c'est très très bien fichu, les modes Filmmaker, le mode Dolby Vision IQ ainsi que le mode Netflix Calibrated qui sont là et qu'on peut déconnecter. C'est pas imposé, vous déconnectez ce que vous voulez. La connectique est large, je ne dis pas qu'elle est parfaite, je dis qu'elle est large. On a 4 HDMI avec 3 ports USB notamment. Le menu à l'écran est super complet. Accès justement à un calibrage professionnel, angle de vision super large, le pied rotatif, l'audio de bonne qualité. J'ai 3 modes que j'ai beaucoup aimé, le mode cinéma, vrai cinéma, ainsi que le mode Filmmaker.
Le premier truc, c'est que franchement, il n'y a pas un super gros gap entre ce modèle 2020 et le précédent 2019, donc le GZ1000. C'est pas vraiment une grosse différence. On a rajouté comme ça les modes cinéma, mais globalement, c'est la même chose, quoi. Le produit coûte 2000 € quand même. 2000 €. La télécommande n'est même pas rétroéclairée. C'est quand même chiche, ça. Puis elle est moche, quoi. On dirait moi. À ma connaissance, le produit n'accepte pas le signal 4K en 120 Hz par les HDMI. Les prises HDMI ne sont pas vraiment des prises HDMI 2.1, il n'y a qu'une petite partie des fonctions. Donc on considère que pour le moment, le produit n'est pas prêt à tout ce qui peut arriver, si ça n'évolue pas par des mises à jour. Moi, c'est la nébuleuse, ce truc. Les gamers ne seront pas contents et moi non plus, il n'y a pas de VRR, c'est-à-dire de taux de rafraîchissement variable. C'est fixe, à ma connaissance. Il faut savoir que les pics de luminosité sont bons, hein, on sent que ça pousse bien, mais c'est pas exceptionnel. Si vous voulez aller plus loin côté luminosité, il faut aller vers le HZ2000, mais c'est beaucoup plus cher. Maquet, c'est fini, vous êtes arrivé au bout de ce test. Dans quelques instants, vous allez avoir des bonus tournés à Londres en plus avec les gens de Panasonic, des tas de choses, des coulisses. Pour terminer, je pourrais conclure en disant que ce téléviseur est vraiment épatant, ça, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne creuse absolument pas l'écart avec la mouture précédente de 2019, donc le GZ1000. On a juste rajouté les modes cinéma en plus, comme ça, parce que c'est dans l'air du temps, le Dolby Vision IQ ainsi que le Filmmaker Mode notamment, qui sont en plus encore plus cinéma qu'auparavant, mais globalement, c'est pas une révolution. Pour Panasonic, on va attendre que ça évolue un petit peu plus dans les mois et début d'année 2021 parce que là, c'est pas une redite. C'est pas ça, c'est une gentille évolution d'un modèle à l'autre. Donc si vous avez déjà l'autre, vous dites pas oh là là je suis frustré, et si vous n'avez pas envie d'acheter celui-ci, vous pouvez toujours essayer de trouver l'autre qui à mon avis doit être encore beaucoup moins cher côté tarif et qui reste un excellent téléviseur puisque le GZ1000 était déjà un excellent téléviseur et le HZ1000 s'appuyant complètement sur son architecture est également un excellent téléviseur. Merci d'avoir suivi ce test qui s'est bien sûr comme toujours étalé. Je ne peux pas m'empêcher de développer mon propos. Je ne sais pas faire court parce que j'estime que d'abord je suis sur ma chaîne et que ça vous coûtera pas plus cher si ça dure 20 minutes et moi non plus. Donc je dis allez on y va, on peut parler, je suis là pour partager avec vous, pour vous divertir et je vois pas de raison de me brider, je vois pas de raison de m'arrêter. Si vous me dites au bout de 10 minutes on n'en peut plus Pépé, on n'en peut plus de tes trucs. Bon bref. Dans tous les cas, ça m'a fait super plaisir. Je vais en refaire un très vite puisque je reçois un téléviseur Samsung dans très peu de temps qui va donc être passé au crible. C'est un QLED justement, nouvelle génération avec des fonctions justement gaming beaucoup plus rapides et véloces que celui-ci encore. Donc ça fera une occasion de parler également du QLED puisqu'il n'y a pas que l'OLED, il y a le QLED. Moi je m'intéresse à tout parce que tout me passionne. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir suivi ce test qui comme toujours est un test à rallonge. Alors c'est quand même le thème de ces bonus, hein, c'est Panasonic t'offre Hollywood chez toi. Voilà, je te résume comme ça, c'est beau. Il t'offre de la bouffe d'ailleurs aussi. Hein. Allez, on y va. Voilà, on se fait en live comme ça, hein. Donc on est au studio Pinewood. Alors, le studio Pinewood, ce sont les plus grands studios cinéma qui existent en Grande-Bretagne. Ils ont signé des tas de productions et c'est notamment le lieu où on a fait la plupart des James Bond. Voilà, c'est historique, Pinewood, mais ils tournent pour toute l'industrie américaine également. C'est gigantesque, donc là on est dans une salle cinéma des studios Pinewood. Je n'ai pas le droit, moi, de vous filmer les studios à l'extérieur. Et j'en suis malade parce qu'il y a les studios de James Bond avec les panneaux, James Bond 007, il y a tous les studios qui sont ici de tournage. Donc Panasonic a choisi cet endroit extraordinaire pour présenter ces nouvelles gammes qui sont donc présentées derrière nous. Donc on a eu un petit speech avec les gens de Dolby qui sont là. Il y a beaucoup de gens de Dolby qui sont ici puisqu'il y a vraiment un deal, une alliance entre Panasonic et Dolby qui travaille sur le Dolby Atmos, qui travaille sur le Dolby Vision, le Dolby Vision IQ dont vous avez la vidéo sur la chaîne. Donc c'est à fond l'OLED et c'est à fond le LCD également avec des nouvelles gammes LCD où il paraît qu'on a amélioré encore le rétroéclairage qui est l'ennemi justement du LCD parce qu'il faut gérer le rétroéclairage pour pas avoir trop de problèmes techniques. Donc eux ils ont de nouvelles techniques qui s'annoncent bien sûr extraordinaires. Bref, ils essayent d'ouvrir complètement le monde des téléviseurs sur toutes les technologies actuelles pour que quand les gens achètent un téléviseur Panasonic, c'est eux qui le disent, hein, ils aient tout dessus. Voilà, c'est leur but et avoir fait cette conférence de presse ici au studio Pinewood à Londres, ça veut dire bien sûr l'engagement cinéma comme toujours, vous le savez, je vous en parle depuis le début. Panasonic est très engagé au niveau du cinéma avec les moniteurs OLED, avec le matériel professionnel, la captation, ils font donc la production, la post-production, ils le font Panasonic au même titre que Sony. Bon, c'est pour ça qu'ils sont très concurrents. Donc c'est génial, il n'y avait pas de téléviseur 8K, on ne parle pas de 8K. Dans toute la conférence qu'on vient de faire, il n'y a pas eu
le libellé 8K nulle part. Voilà, on n'en parle pas, ça sera pour plus tard. Eux, ils sont à fond sur l'OLED, le LCD, l'Ultra HD, le Filmmaker Mode, Dolby Vision, Dolby IQ, HDR, HDR10+, tout ce qui peut être proche du cinéma dans sa largeur, c'est-à-dire en effet, en même temps, ce qu'il y a autour de Netflix, Calibrated, tous les modes donc réalisateurs, comme je l'ai dit. Donc eux, c'est à fond le ciné. C'est pour ça qu'on est ici. Alors là, quand même, c'est des superstars. Vous avez Javier qui est ici, de Dolby, et le monsieur qui est ici, qui est le directeur de la photo de La Casa de Papel. Voilà, pour Netflix. Donc ce sont des superstars, et ça méritait quand même cette petite vidéo en bonus. Et là, vous avez Salvador, qui est la star espagnole. Voilà. Oui, c'est moi. Voyez un petit peu ce dur métier qu'on fait d'avoir des salles qui sont pourtant grandes, mais avec les journalistes agglutinés partout. Ce qui fait qu'on a du mal toujours quelquefois à faire des photos. Donc moi j'ai une technique bien connue, c'est j'attends tout le monde se barre. Mais se barre au bar. Là vous avez toute la gamme LCD, ça commence à 40 pouces et ça va jusqu'aux 75 pouces. Donc ça ce sont les LCD avec tous les circuits qui vont bien. Sound. It has a powerful wireless subwoofer, innovative product HP 01, Dolby Atmos. Regardez sa taille, tout petit, c'est une enceinte. C'est une barre de son Dolby Atmos pour le gaming HTB01. Regardez tout ce qu'elle sait faire. Elle est Dolby Atmos, DTS-X, iRes Audio avec du graphe de tous les côtés. C'est un petit produit tout sympa, j'ai pas encore le tarif, elle est vraiment minuscule. Regardez par rapport au téléviseur, si je la mets à côté du téléviseur, vous allez voir, celle-là, voilà. Celle-là, elle est grande, là, elle est toute petite, celle-ci, elle fait la moitié, même pas de celle-là. Voilà. Et on la place en dessous uniquement pour le gaming. Enfin, gaming, cinéma un petit peu et de l'audio. Tout mimi. Je rappelle, HTB01. Voilà. Thank you. Goodbye. Alors il y a un truc qui m'épate, moi c'est des produits qui coûtent super cher et il n'y a même pas une télécommande rétroéclairée. Ça faut m'expliquer. Parce que c'est pas normal. J'ai été tellement mauvaise langue. J'ai dit qu'il n'y avait aucun téléviseur Panasonic qui avait une télécommande rétroéclairée et j'ai été mauvaise langue. Et voilà. Elle est ici et c'est uniquement le haut de gamme. C'est le 2000 uniquement qui a les télécommandes rétroéclairées. Les autres, non. Je suis un voleur d'images. Voilà, une partie du film a été travaillée ici, 1917. Bah, ça c'est leur travail, c'est pas un truc que je vole, c'est tout ce qu'ils ont fait ici, de notre cracker. Voilà, les 007. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous montre. Tous les films ne sont pas toujours tournés ici. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de films qui sont faits ici, d'autres sont faits aux États-Unis ou ailleurs. Mais globalement, il y a beaucoup de choses qui sont faites ici au studio Pinewood. Bon, globalement, on n'a pas appris grand-chose, à part que, une fois de plus, Panasonic insiste à mort, et même lourdement, je dirais, sur le rapprochement entre l'unité Panasonic pour le grand public et le secteur professionnel. Ça, c'est un truc qui est une évidence. Pour eux, c'est vraiment complètement lié, à fond.